tous, je suis Marie-Alice Nicole d'Archistorm. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré à la dimanche d'art avec la Maison Mesta et en particulier donc trois de ses fondateurs associés, Adil, Hicham et Ilyas Mesta, qui nous font donc l'honneur d'être nos invités aujourd'hui. Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 7e édition des Rendez-vous de la matière prospère et elle s'inscrit également dans notre site de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. J'en profite tout de suite pour insister sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes invité vous aussi à engager la conversation. Et donc, je vous propose d'utiliser l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran normalement. Et donc, vous pouvez m'écrire directement vos questions par écrit. J'en prendrai connaissance et je vais transmettre ensuite et nous prendrons le temps bien sûr de répondre à toutes les questions au fil de la discussion. Et je pense que si vous voulez bien, Hicham, Adil et Ilyas, nous pouvons commencer tout de suite par une question qui peut paraître peut-être simple, mais qui, je pense, peut nous apprendre beaucoup sur la dynandrie. Finalement, qu'est-ce que la dynandrie? Alors, je voulais juste réactiver vos micros. Allez. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, la dynandrie, c'est le travail en fait des métaux précieux, le cuivre, le bronze. C'est un art qui est millénaire. Le nom en lui-même, en fait, vient de la ville de Dinan. Et, mais l'art s'est développé, donc il y a une ville européenne, mais l'art s'est développé beaucoup dans la civilisation arabo-islamique, dans l'art arabo-islamique, qui a donné lieu à des œuvres monumentales qu'on peut voir dans les principales œuvres qui sont représentatives de ce savoir-faire. Je vais peut-être vous montrer mieux que des mots, je vais vous montrer quelques photos pour que vous vous rendiez compte en fait de ce dont il s'agit. Je vais me concentrer aussi sur une technique qui est qui est assez caractéristique, on va dire l'une des techniques principales qu'on utilise nous à l'atelier de la Maison Mesta. C'est la technique de l'ajourage à la scie boxile. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fin. Alors la particularité qu'on a, c'est que on le fait entièrement à la main. Donc, la manipulation est faite à la main, mais également le mouvement est fait à la main. Je vous montrerai une vidéo courte tout à l'heure pour savoir un peu, pour vous ayez une idée de comment ça marche. Donc, je vais faire un peu défiler. Ça, si vous avez l'outil, donc c'est une scie en U avec une mèche extrêmement fine et qui permet d'aller faire des motifs assez fins, plus fins en fait que ce qu'on peut obtenir à la machine. Alors il se trouve que nous on a vraiment poussé la finesse à l'extrême. Ça fait partie de notre ADN en fait, de préserver la technique dans son aspect fait main le plus pur. On avait eu une remarque d'un quelqu'un qui travaillait dans l'horlogerie suisse la dernière fois qu'on avait fait le salon Révélation. Qui nous avait en fait littéralement pris pour des fous parce qu'il disait en fait vous êtes encore parmi les seuls qui font ça vraiment purement à la main. Maintenant le mouvement de la scie en fait il y a beaucoup de gens qui l'ont fait passer à l'électrique, mais nous ça nous permet d'avoir, vous pouvez voir ici il y a des motifs en pointe et des choses comme ça qu'on peut pas obtenir avec quelque chose qui fait où on introduit un peu de l'électrique. Donc ça donne un peu des choses comme ça où on s'amuse à avoir un peu cet effet dentelle qui est très apprécié par nos clients. Et donc on associe la finesse de l'ajourage à la main avec une exigence extrême dans tout ce qui est assemblage, soudure, etc. pour avoir zéro compromis sur le design et Ilyas en parlera probablement mieux que moi tout à l'heure. Donc je vais vous faire défiler quelques photos. C'est une de nos œuvres iconiques qui s'appelle Unité. C'est un peu une espèce d'expression artistique de ce qu'on peut réaliser avec ce qu'on fait. Ça vous montre un peu si vous voulez voir la différence entre fait main et fait à la machine, vous regardez la tranche ici.
dans la découpe. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plaque de laiton en 1,8 mm. Donc, c'est extrêmement difficile à travailler à la main parce que c'est épais. Et les traces ici dans la tranche vous montrent en fait la différence entre le fait main. Vous avez vu ici les petites vibrations de l'outil. C'est ce qui fait la différence entre le fait. C'est ce qui vous permet de reconnaître en fait la griffe du fait main par rapport à quelque chose qui est fait à la machine. Je vais juste conclure en vous montrant à quoi ça ressemble quand c'est travaillé. Alors, si j'ai bien compris, vous pré-percez des trous pour pouvoir après passer votre, je ne sais pas si on appelle ça une ligne ou autrement. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, il y a la mèche. Le maître artisan doit ouvrir son outil, faire passer la mèche dans le trou suivant, le refermer, faire le trou suivant et ainsi de suite. Donc, il y a un montage, démontage de la scie à chaque fois qu'on change de trou dans le motif. Donc, plus le motif en fait est compliqué et plus ça prend du temps. Donc, ça, c'est tout à l'heure, je vous avais montré des éléments un peu artistiques. Ici, c'est plus une application dans l'ornement dont Hicham dira un peu plus, vous parlera plus tout à l'heure. Donc, c'est des ornements d'intérieur qui sont des choses qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et justement, avec ces deux exemples, on comprend donc que vous utilisez un savoir-faire ancestral, mais du coup, vos sources d'inspiration sont variées. Comment vous alliez justement cette tradition et cette modernité? Alors là, je pense que c'est moi qui vais répondre. Ouais. En vrai, au départ, quand on a décidé de créer la Maison Mefta, c'est venu d'une discussion simple qu'on avait eue en disant que l'artisanat proposé au Maroc était devenu avec une qualité moindre parce que les artisans ont dû s'adapter au marché et c'était devenu très difficile pour eux. Et donc, au Maroc, on commençait à perdre énormément de savoir-faire à cause de ça. Donc, on est parti sur la dilandrerie pour essayer on est parti sur la dilandrerie pour essayer de… Pardon. Désolé, j'ai été coupé. Donc, on est parti sur la dilandrerie pour essayer de la mettre en valeur le plus possible et de pousser à l'extrême en fait ce savoir-faire. Donc, ça nous a pris pas mal de temps pour trouver les artisans qui allaient travailler avec nous. On a fait le tour du Maroc avec Adil, Fès, Marrakech, Meknès, Rabat, pour essayer d'avoir un niveau de finition bien supérieur à celui qui est proposé. Et finalement, on a dû donc se rabattre sur c'est-à-dire que les artisans qui travaillent pour nous, ce sont les artisans qui fabriquent des bijoux. D'accord ? Ce sont eux qui nous ont permis d'arriver à cette finesse-là. Donc, si vous regardez bien les photos qu'a montré Adil, en vrai, les pendentifs que vous avez, nous, on le fait sur une plus grande surface. D'accord ? Donc voilà. Et l'ADN de la Maison Mefta, c'était de mixer ce savoir-faire avec un design résolument moderne pour que les gens le voient d'une autre manière. Donc, les sources d'inspiration, en fait, elles sont multiples. Bien sûr, on a notre background d'architecte, Hicham et moi. Et en plus de ça, on essaye de développer pour chaque collection, de lui donner, on va dire, une homogénéité et de lui donner un thème particulier. Incandescence, la collection Incandescence, la première collection, c'était un manifeste de ce savoir-faire, où on a vraiment tout poussé à l'extrême. Les soudures par point, par exemple, dans cet objet, c'est un cube de 37,5 par 37,5. C'est le plus grand cube que l'on puisse couper avec une scie, d'accord ? Avec une scie Beauclier. En plus de ça, donc il y a les jointures au niveau des arêtes où il y a plus de 90 points de soudure par arête.
D'accord? Donc, et tout ce qui a été techniquement, on va dire, dans l'artisanat marocain, ces détails ont toujours été cachés par des épaisseurs dans les coins. Nous, on a décidé de relever le défi, en fait, et de souder les 82 points à chaque fois. Donc, bien sûr, c'est un objet qui a pris énormément de temps, mais c'est vraiment un objet manifeste. C'était pour pousser les choses à l'extrême. Je me posais justement la question du temps. J'imagine que ça prend un temps fou et cette minutie et pour un résultat aussi remarquable. Ben, oui, une face comme ça, une face de ce cube-là prend un peu plus de 7 semaines. Donc, x6, plus. Donc, oui, non, c'est énormément de temps et ça demande beaucoup de patience et ça demande aussi à ce que l'artisan, bien sûr, ne fatigue pas parce que il y a une espèce de monotonie de faire, refaire pendant des mois. Donc, pas pendant des jours et pas pendant des. Et son motif doit rester parfait du début jusqu'à la fin. D'accord? C'est-à-dire que s'il travaille 7 semaines correctement et qu'à la 8e semaine, il est fatigué, ben, on a un problème. Donc, il y a toujours cette gestion de la personne où vraiment on essaye d'avoir un rendu parfait du début jusqu'à la fin, où on leur demande d'arrêter quand ils ont une hésitation sur leur capacité à continuer. Et donc, voilà, ce ne sont pas des objets faciles à sortir. On imagine que c'est des artisans d'art très minutieux et passionnés, j'imagine aussi. Et je reviens sur quelque chose que vous avez dit, puisque justement, vous dites que vous étiez architecte et Chamélo Elias. Peut-être que vous pouvez justement nous parler un petit peu de la Maison Mertin en elle-même, comment la maison s'est formée, c'est une histoire familiale aussi, je sais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, je vais peut-être prendre celle-là. Attendez, je suis en mute, c'est ça? Non, c'est bon, on vous entend. C'est bon, je suis pas en ligne, d'accord. Très bien. Donc, la maison, c'est un projet qui date de… Les premières discussions ont démarré il y a à peu près 11 ans. Donc, il faut dire que la maison Nesta, c'est vraiment la collision entre plusieurs univers qui sont représentatifs peut-être de nos d'un mariage entre notre histoire personnelle et puis les formations respectives de Hicham et Elias. Donc, notre formation personnelle, nous, on en a tous grandi au Maroc. On a vraiment baigné dans cette culture un peu de l'attrait de tout ce qui est des arts décoratifs marocains dans leur raffinement, dans leur sophistication, dans leur finesse. Moi, je me rappelle encore quand j'allais avec mon père, où il construisait la maison de ses rêves. Et donc, j'étais capable de nommer chacun des motifs du zélige et de savoir combien il y avait de rayons dans la rosace, etc., etc. Donc, il y a vraiment ça, en fait, dans lequel on a baigné depuis le début. Et ça, ce qui est intéressant, en fait, c'est que dès le début, avec le profil de Ilias et de Hicham, donc Ilias qui a été formé, ils ont tous les deux été formés en France, et Ilias qui a ensuite complété ça par une expérience dans un cabinet d'architectes à Berne. Tout de suite, c'est venu naturellement, en fait, qui est ce mariage entre comment dire, entre techniques ancestrales, en fait, la préservation des techniques, et puis une recherche, une liberté totale dans la géométrie. C'est-à-dire que, bon, Ilias et Hicham, vous avez pas besoin de les forcer pour qu'ils aillent spontanément. C'est-à-dire ça vient naturellement. On n'a pas eu besoin de faire cet effort en disant, tiens, on va arrêter de faire du marocain. C'est pas comme ça que ça s'est fait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas pour avoir une touche d'originalité. C'est venu de la sensibilité propre de chacun. Donc, moi, j'avais une attirance pour une sorte presque de jalousie à préserver les techniques ancestrales. Et Hicham et Elias, ils avaient leur propre sensibilité personnelle comment dire, de recherche géométrique et de recherche stylistique qui était en grande partie influencée par leur formation. D'accord, et justement, peut-être ça m'amène à une question, comment, parce que j'imagine que vos parcours respectifs
euh, a, ont forcément une conséquence sur votre façon de travailler. Et quand vous dessinez un objet, vous le dessinez donc à la façon d'un architecte, croquis, quelles sont les étapes finalement de l'idée à la réalisation finale en termes de design, du dessin du projet? Alors, je réponds à cette question. Allez-y. Oui, vas-y. En vrai, on fonctionne au début comme un cabinet d'architecte, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, c'est quoi le thème sur lequel on va travailler. On développe un certain nombre de maquettes, de 3D, d'idées. En fait, il y a une grosse partie expérimentale, recherche et développement en vrai au début, où on essaye des choses. On essaye des choses parce qu'on peut pas les essayer à la main parce que sinon, entre un essai et un autre, ça nous prendrait 1 an et demi. Donc, vraiment, on a une partie maquette et développement qui prend un certain temps. Quand ça nous plaît en maquette, on va dire, des fois, pour ça, on a fait une maquette à l'échelle 1 avant de le réaliser. Et une fois que ça nous plaît, on le réalise. On a lancé nos artisans. Et puis les artisans, en même temps que nous, on développe l'idée, on leur donne des échantillons à découper pour voir quelle est l'extrême finesse à laquelle ils peuvent arriver pour tel objet. Donc, en fait, c'est ça. C'est qu'en même temps de développer l'idée, on développe le savoir-faire en lui disant, voilà, fais-moi plus fin que la dernière fois. Et voilà, est-ce qu'on arrive à faire ça? Et donc, ils ont des semaines de travail. Et une fois que l'échelle de découpe est maîtrisée, on l'intègre, nous, dans nos maquettes pour leur montrer à quoi l'objet final va ressembler. D'accord. Et justement, en termes d'exploration, d'expérimentation, est-ce qu'il y a des sujets de recherche actuellement qui occupent la maison Mesta? Sur quoi portent vos recherches? Je vais prendre cette question. Bon, je pense effectivement que Ilias et Adil, ils ont focalisé sur l'inception et le point de départ de la maison, ce savoir-faire. Mais en réalité, on s'est rendu compte du champ des possibles à travers la résonance qu'on pouvait créer avec d'autres concepteurs, d'autres créateurs d'espace. Et en l'occurrence, des confrères architectes et qui sont sur des sujets tout aussi pointus, tout aussi ambitieux. Il s'avère que la dernière aventure que nous avons eu à mener nous a élevés au 7e ciel, c'est le cas de le dire, puisqu'en fait, il a fallu qu'on travaille sur l'aménagement d'intérieur d'un jet privé. Donc là, pour le coup, il a fallu rentrer, client ayant été très séduit par le savoir-faire, il a fallu aussi élever l'exigence technique pour pouvoir intervenir dans un avion qui est un objet extrêmement complexe, avec des certifications, avec des agréments. Donc, il y a eu cette dimension créative pour être en résonance avec ce que le client souhaitait mettre en œuvre dans son jet. Et puis, il y a aussi toute la dimension mise en place et contrainte. Alors, c'est au sein de l'avion, techniquement, dans la relation à tous les intervenants. C'est comme un projet d'architecture. Vous avez tous les corps de métier, il faut coordonner tout ça, il faut faire une synthèse. Alors, je vais essayer de vous présenter rapidement une de ces dernières aventures. Et en ce moment, effectivement, nous continuons d'explorer cette partie. Alors, toujours dans l'aéronautique, mais pas uniquement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. En train de s'afficher, on le voit. Ah. Donc, là, pour le coup, c'est, on ne peut pas forcément le nommer, mais c'est un grand fabricant d'avions qui s'occupe de réaménager pour ses clients les intérieurs, et puis nous a demandé de faire une intervention ornementale là-dedans. Donc, on avait plusieurs possibilités.
Là, vous voyez la déclinaison de la première collection d'incandescence dont a parlé Ilias et Adil. Et il a fallu la mettre en place dans une crédence. Alors, l'éclairage dans un avion, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Il faut beaucoup de certifications et des problématiques de sécurité. Il a fallu donc vraiment qu'on adapte tout ce savoir-faire artistique à des contraintes techniques de très, très haut niveau. Et puis, je dois dire qu'on n'est pas mécontent de se dire qu'aujourd'hui, cet avion vole et que le client est plutôt content. Donc, ça, c'est la dernière réalisation qui est sortie. Et donc, si vous voulez, ça a ouvert le champ des possibles. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir enfin, collaborer sur peut-être toujours on est dans le nautisme. Donc, on regarde avec des architectes navals sur une ou deux possibilités de collaboration. Donc, voilà, ça fait partie, si vous voulez, de ce que nous explorons en ce moment. Alors, on peut un peu moins en parler parce que c'est un peu plus confidentiel. Mais c'est globalement on s'est rendu compte du champ des possibles et de ce savoir-faire en créant la résonance entre nous et d'autres confrères créateurs d'espaces exclusifs. Et au fond, c'est ce savoir-faire-là que nous mettons à disposition et en résonance avec d'autres confrères pour fabriquer des intérieurs exceptionnels. Voilà. C'est ce qu'on voit sur vos images. J'imagine que ça vous amène donc à collaborer avec des ébénistes ou peut-être marketeurs, enfin, donc des collaborations avec différents corps de métier qui, j'imagine, est très enrichissant. Absolument. Je pense que autant, je dirais, l'inception dont a parlé Elias et Adil au départ était liée à un savoir-faire particulier sur le travail de la dilandrie à proprement dit. Autant je pense que dans l'histoire qu'on aurait envie de raconter quand on sera plus âgé, c'est pas forcément de se limiter dans ce savoir-faire-là. L'idée, à mon sens, c'est vraiment d'imaginer que la maison Mefta, à terme, euh, pourrait être une espèce de maison de luxe dont les racines prennent dans le savoir-faire de la dilandrie au Maroc, mais pas uniquement, mais dont les feuilles je dirais, croissent ailleurs et grandissent ailleurs. On aime bien assez cette idée. Et je voudrais juste rajouter en ce sens quelque chose qu'a dit Adil tout à l'heure. On a tous globalement été largement et énormément imprégnés de ce rapport au patrimoine. Et c'est quelque chose que vraiment a inséminé en nous la France. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Le rapport au patrimoine est quelque chose qui nous hante aussi dans la transmission. Et c'est ce qui fait aussi l'inception du fondement de la maison Mefta. Donc là, typiquement, parmi les choses que nous explorons, c'est dans ce rapport à d'autres corps de métier. Et ça passe forcément par un processus itératif et expérimental qu'a expliqué Elias, avec différentes matières. Typiquement là, vous avez une déclinaison de ce motif sur une autre œuvre pour un aménagement d'intérieur. Et là, ça peut aller du corian ou au bois. Et donc, ça implique une maîtrise du matériau lui-même. Pareil, on pousse les limites de ce qu'il est possible de faire dans les matériaux, mais ça implique aussi un dialogue avec d'autres corps de métier. Et comme finalement, c'est notre corps de métier au départ, c'est cette synthèse qu'on doit faire entre tous les intervenants, on se rend compte que c'est un niveau d'exigence supérieur parce qu'on est plutôt orienté millimètre que centimètre. Et que l'effet que nous recherchons est un effet un peu poétique dans la relation à la lumière, et on considère que notre travail en réalité ne prend sa superbe que lorsque on travaille avec l'éclairage. C'est ce qu'on remarque. Et justement, on a vu du coup, quelques exemples dans les intérieurs et par rapport aussi peut-être donc à ce jeu et ce travail de la lumière. Quelles sont les différentes possibilités, comment vos créations habillent les intérieurs? Donc on a vu, effectivement, ça peut être en luminaire, ça peut être en panneau comme ce qu'on voit juste là à l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres usages? Et une autre question peut-être qui en découle, c'est quels sont un peu on va dire je trouve pas le mot particulièrement joli, mais la résistance. Est-ce qu'il faut protéger ces créations? Est-ce que
Il y a des endroits qui sont plus appropriés que d'autres pour les préserver. À quel niveau on se situe sur ces questions-là? Alors, je vais répondre, après je donnerai la parole à Ilias. Alors, typiquement, en ce moment, on a une opportunité que nous explorons dans le nautisme. C'est effectivement, Marie-Alice, la première question qu'on s'est posée. Comment assurer la pérennité de ce qu'on allait faire, comment assurer, aujourd'hui, beaucoup de clients sont quand même friands posent des questions tout à fait légitimes de maintenance. Et surtout, nous, ce qui est très important pour nous, c'est que entre le jour J de la pose de l'œuvre ou de sa mise en œuvre physique finale, on a envie que ce soit pérenne le long. Donc, on est absolument… C'est un peu aussi le gage de la signature de la Maison Mefta, c'est-à-dire que on n'est pas là pour poser quelque chose et partir, parce qu'on voudrait que l'œuvre parte pour nous-mêmes encore longtemps. Donc, on est en train d'explorer, selon les possibilités, d'abord des patines. Et je pense que là, c'est en fait, on est en train de s'ouvrir un autre champ des possibles, ne serait-ce qu'en rendu artistique. Mais également pouvoir vaquer à la contrainte absolue de la pérennité de la matière. Donc ça, c'est très important. Et en l'occurrence, c'est une question qu'on s'est posée dans l'opportunité que nous explorons sur le nautisme en ce moment, parce qu'on est dans des milieux salins, il y a quand même des considérations de corrosion, etc. Donc, je pense que nous avons ce souci-là, mais auquel nous avons les réponses. Nous avons les réponses aujourd'hui de manière totalement avérée. Ilias, tu veux prendre la suite? Oui. Donc, non, c'est clair qu'on a toujours eu ce souci. Il y a différentes techniques pour pouvoir garder en fait le laiton avec sa brillance. Maintenant, il y a une technique de thermolacage, un espèce de vernis qui est mis donc sur les objets et dont on a envie de garder la brillance. Et puis, il y a, comme a dit Hicham, donc les patines qu'on est en train de développer. Donc, d'autres couleurs, traitement de matière et tout ça. Et donc, ça, c'est en cours de développement en atelier. Je pense que dans les semaines à venir, on aura une trentaine de patines à proposer en fait à nos clients. Parce que les architectes et les décorateurs d'intérieur sont demandeurs de patines et de traitements différents. Là ce qu'on voit sur l'écran de Hicham, en fait, si vous regardez, c'est la deuxième collection sur laquelle on a travaillé, c'est Pixel. Et en fait, ce motif, on l'a obtenu par la pixelisation d'une image du désert. D'accord ? Donc, c'est un motif qui est répétitif, mais répétitif parce que la photo du sable a un espèce de rythme et qu'on a pu l'obtenir, c'est-à-dire qu'on a pu dégager en vrai l'essence de cette image et on en a fait un motif. Et donc, on est assez content du résultat parce que quand vous zoomez, vous n'aurez pas un seul endroit qui se ressemble, mais il y a une espèce de rythme que dégage ce panneau, en fait. Donc, voilà. Alors, typiquement, c'est ce que vient de dire Ilias, typiquement, ce motif-là de cette collection Pixel a été choisi par le client pour fabriquer les inlays, qui sont ces petites barres ornementales qu'on a mis à l'intérieur du jet, le long entre le cuir et le bois. Et voilà, ça fait partie de ce qu'il a aimé. Puis ce qu'il a aimé aussi, c'était aussi la collection en incandescence pour laquelle on a fabriqué 2 masterpieces sous la crédence éclairée et qui donne toute une ambiance assez sympathique à l'intérieur de l'avion. Très bien. Justement, ça nous donne aussi des précisions sur votre façon de travailler avec les architectes parce que finalement, comment se passe votre collaboration avec eux? Est-ce qu'ils viennent avec une idée très précise et vous faites en sorte d'y répondre? Est-ce que vous avez une part de liberté? Comment vous proposez les choses? Comment vous travaillez avec eux, tout simplement? D'abord, on est tous les deux, on est très respectueux du travail de nos confrères. Donc, c'est aussi difficile. Je pense que l'intelligence voudrait que, par moment,
on arrive à comprendre dans quel périmètre il faut s'insérer. Donc là-dessus, on est tout à fait ouvert à avoir une intervention très mesurée sur un objet d'exception particulier qui va venir donner un éclat à l'intérieur qui sera déjà bien agencé et pensé. Et c'est à nous d'avoir l'intelligence de proposer quelque chose qui va venir tout en rayonnant ou créant une vibration, une résonance avec cet espace, ne pas le perturber. Et ça, je pense qu'entre gens sensibles, sans ego, on arrive parfaitement à créer cette fréquence, à être sur la même longueur d'onde. La dernière opportunité nous a plutôt surprise au point que aujourd'hui, on nous demande d'être quasiment partie prenante quasiment partie prenante d'une co-conception à travers le savoir-faire MEFTA. Hein, c'est comme, je ne sais pas si on a le droit de citer le nom, mais c'est comme si on disait que Baccarat allait faire un avion privé, par exemple. Voilà, là, c'est pareil. On est aujourd'hui dans le même cas de figure où, toute proportion gardée et modestement eu égard à notre taille, nos confrères architectes ont décidé et nous ont proposé d'être co-concepteurs en sachant que le projet était déjà bien avancé, mais peut-être rétro-pédaler éventuellement pour dire, écoutez, vu le champ des possibles et vu ce qu'il est possible de faire, et il y a tout un contexte autour, bah, écoutez, Maison Mefta, avec son talent, peut être à nos côtés aujourd'hui en tant que partenaire sur cette co-conception et pas uniquement une intervention ornementale, je dirais, dans un parcours qui aura déjà été bien mûr, quoi. Donc, en fait, on est à l'aise sur les deux. On est à l'aise sur la très grande échelle. On est à l'aise sur la toute petite échelle. On est là pour être au service d'un talent déjà affirmé et auquel on apporte des touches particulières et on met au service ce savoir-faire pour mettre en résonance ce talent, ou bien on est aussi force de proposition pour proposer un mix, en fait, une signature à quatre mains, bien sûr imbibée et teintée de notre savoir-faire et qui apporterait, je dirais, des intérieurs exclusifs. Donc, on est parfaitement à l'aise sur, je dirais, tous les scénarios. Le jet, typiquement, c'était une intervention ornementale avec un architecte d'intérieur parisien. Aujourd'hui, l'expérience navale que nous explorons, elle est plutôt dans une co-conception. Voilà. Et donc là-dessus, on est parfaitement à l'aise sur tous ces sujets-là. D'accord. Et peut-être une dernière question. Est-ce que du coup, alors on a vu des exemples, mais est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir vos créations? Parce que j'imagine que bon, en photo, c'est beau, mais que c'est encore plus beau en vrai. Alors, pour le jet privé, il faudra demander l'autorisation à son propriétaire. Mais non, je pense que Adil peut répondre à cette question. On est à la veille d'un événement important. Oui, alors il y a l'exposition à Arcurial qui commence justement dans 2 jours, donc l'exposition Exception d'Afrique, du 12 au 15, où c'est le hors les murs du Salon Révélation. Le Salon Révélation a été annulé, mais le hors les murs a été maintenu. Et donc, si vous voulez venir voir notre œuvre iconique Unité, ce sera là-bas du 12 au 15. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Unité, en fait, c'est notre œuvre iconique, c'est une espèce d'œuvre manifeste de ce que nous savons faire. Après, pour ce qui est des intérieurs eux-mêmes et du type d'image que vous venez de voir ici, ça, notre site internet sera en cours de construction, on pourra vous envoyer des mises à jour quand ça reflètera un peu plus ce type de réalisation-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que on les affiche au compte-gouttes parce que nos clients nous demandent à chaque fois d'attendre un petit peu avant de dévoiler des choses qui ont été faites Bien sûr. de manière unique pour eux, en fait, de manière exclusive. Voilà. En tout cas, on retient donc pour ce week-end, et donc jusqu'à mardi, c'est ça, le 15, c'est mardi. Donc, Arcurial, la mise en place de la
Et puis, dans tous les cas, on vous retrouve lors du Salon des rendez-vous de la matière plus faire les 12 et 13 octobre prochains. Nous avons hâte. Je vous remercie beaucoup à tous de votre participation, d'avoir répondu donc à toutes mes questions. J'espère que cette rencontre vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré pour de futurs projets. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous accompagner par la suite voilà, pour les prises de contact. Je vous enverrai bien sûr à tous un mail avec les différents contacts de chacun. Alors, je reçois des messages de bravo et c'est magnifique et voilà, des belles découvertes. Donc, je vous transmets. Merci beaucoup. Et puis, nous nous retrouvons pour notre prochain rendez-vous Zoom Sur qui aura lieu le 6 janvier avec Primavera et on s'intéressera notamment à la marqueterie des plumes. Un tout autre sujet, mais tout aussi passionnant, j'imagine. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Magnifique. Merci. Magali. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.